Pas dans la. Je suis désolé. euh, on n'est pas dans la pleurniche. On s'est fait ramasser, on s'est fait ramasser. On pense à l'étape. Le Maroc n'est plus là pour témoigner, pour dire qu'on participe à une compétition. Le Maroc est là pour gagner. Les Lions de l'Atlas ont-ils pris leur revanche sur les Lions de la Teranga lors de ce mondial 2026 après les tensions de la CAN et le verdict de la Confédération africaine de football qui a déclaré le Maroc vainqueur sur tapis vert face au Sénégal? Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast Le Choc des Blocs avec Lassana Camara, journaliste sportif, et Abdelhakim Yamani, président fondateur de l'IGH, l'Institut géopolitique Horizon. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté mon invitation de partir. Bonjour Samantha, bonjour Lassana. Un plaisir renouvelé d'être parmi vous. Alors, c'est pas un match entre le Sénégal et le Maroc, puisque Lassana, je précise, est mauritanien, français-mauritanien. C'est ça, Lassana? Oui, c'est ça. Alors, quand le Sénégal est éliminé des poules alors que le Maroc s'envole vers les quarts, y a-t-il, à votre avis, un sentiment à ce moment-là de passation de pouvoir après le titre sur tapis vert attribué au Maroc aux dépens du Sénégal lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations? Lassana? Oui, en ce moment, au moment T, oui, il y a passation de service, et même maintenant, il y a passation de service. De toute façon, le Maroc, depuis ces dernières années, qu'il gagne ou il perd, ils sont rentrés dans le train. Le Maroc n'est plus là pour témoigner, pour dire qu'on participe à une compétition. Le Maroc est là pour gagner, pour démontrer le savoir-faire qu'ils ont mis en place. On a la chance de visiter leurs installations au Maroc. C'est un travail sérieux, c'est un travail de fond. Et ils sont en train de récolter les fruits qu'ils ont sémés simplement. Quand on voit cette équipe-là, la majorité des joueurs qui étaient là en 2022 ne sont pas là. Mais là, on a 4 joueurs qui sortent de l'académie Mohamed VI. Ounahi, par exemple, en est l'incarnation, celui qui a marqué le doublé contre le Canada. Donc, le Maroc est 6e du classement FIFA, parmi les 6 meilleures nations du football du monde. Donc, le Maroc est à sa place. Mais quand j'évoque la passation de pouvoir, ce sentiment, quand on regarde le parcours du royaume chérifien dans ce mondial 2026. Non, on peut, en fait, on peut parler de passation de service au figuré, mais pas au propre. Le Maroc, pour l'instant, n'a pas gagné de titre entre guillemets, parce que le titre gagné sur le tapis vert, c'est au TAS pour l'instant, donc on ne sait pas qui a gagné les titres pour l'instant, juridiquement parlant. Donc, on met ça de côté. En termes de titres, depuis 1976, le Maroc n'a pas de titre pour l'instant. Donc, la dynamique est pour le Maroc, mais les titres pour l'instant, le Sénégal est champion d'Afrique au moins une fois. Le Maroc, en 2022, le Maroc, c'est depuis 1976. Et en termes de formation, en termes d'académie, les deux pays se valent un peu, mais la dynamique est pour le Maroc. Abdelhakim. Bon, je tiens à préciser qu'effectivement, je porte le maillot des Lions de l'Atlas, mais mes propos ne seront pas les propos d'un supporter, bien que le cœur soit en train de battre. Non, je pense que le Maroc est sur une voie qui a commencé à s'ouvrir en 2029. Il y a eu une stratégie, il y a eu des moyens de mobiliser, il y a des objectifs qui sont très clairs. Aujourd'hui, en 2025, les sélections nationales marocaines de football, toutes catégories confondues, ont joué 9 finales. C'est pas un hasard. Maintenant, ce qui s'est passé à la CAN, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les Marocains, et là je pense, je rapporte un peu le sentiment de ce que j'ai pu voir, il y a eu une espèce de justice. Puisque aujourd'hui, on a vu que, par exemple, le Sénégal ne s'est pas retiré après un penalty sifflé à la 120e minute. Et beaucoup se sont posé la question de se dire, ah bon? Et pourquoi ils se sont pas retirés aujourd'hui? Ils s'étaient retirés avant. On a vu des sélections, comme la sélection égyptienne, qui avaient parlé qu'au Maroc, ils avaient été logés dans des pensions, que c'était infesté de moustiques.
Et aux États-Unis, ils n'ont pas pipé mou lorsqu'on les a mis dans des conditions d'entraînement véritablement inadaptées à des équipes de très haut niveau. Donc là, il y a eu, pour les Marocains, il y a eu une justice divine qui s'est manifestée sans que les Marocains n'aient coup à périr. Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre dans la mentalité marocaine. Le Maroc n'est pas dans une revanche. Le Maroc suit son terrain, suit son tracé. Si on devait parler de revanche, historiquement parlant, le Maroc a des revanches contre la France, contre l'Espagne, contre le Portugal. Non, on fait abstraction, on regarde vers... Le Maroc regarde vers le futur. Le futur, aujourd'hui, c'est de gagner le match contre la France, de passer au match suivant, de jouer le match suivant et faire son chemin. Maintenant, si jamais, qu'à Dieu ne plaise, le Maroc perd aujourd'hui, ce qui ne va pas arriver, On mais verra cela, supposons, Abdelhakim. mais supposons pour faire plaisir à certains, juste la supposition. Ben, il n'y a pas d'échec. En 2 ans, en deux éditions, vous arrivez à une demi-finale, vous arrivez à un quart de finale, mais non seulement ça. Aujourd'hui, le blind Morocco fait fureur dans le monde. Les maillots de l'équipe marocaine se vendent au Japon, en Chine, en Thaïlande, en Taïwan, à Singapour. Mais ça, c'est l'effet Coupe du Monde, parce que peut-être que l'effet Cannes n'a pas été aussi fructueux, Lassana. Non. Sur ce plan, en termes de branding, le Maroc a pris l'avion. Quand on voit aujourd'hui, il y a d'hier à aujourd'hui, il y a 12 avions qui ont quitté Casablanca, Rabat, de Air Maroc pour les États-Unis. Donc ça, ils l'ont fait au Qatar. Là, ils l'ont fait aux États-Unis. Comme il l'a dit Abdelhakim, le Maroc est dans le train. Ils sont dans le train parce qu'ils travaillent. Ils ont une fédération efficace et aussi un président de fédération qui est ministre dans le gouvernement. Ça veut dire qu'il a l'aval du roi, il a tout, il a une puissance. Il est vice-président de la FIFA parce qu'il est membre du conseil de la FIFA. Donc, en termes de puissance, en termes de stratégie, en termes d'influence, le Maroc est vraiment dans le train. Mais c'est vrai aussi que ce qui s'est passé durant la dernière CAN avait quand même jeté un froid quand même sur la perception déjà de cette compétition, mais y compris que ce soit côté sénégalais que du côté marocain. Du point de vue de l'opinion internationale, il y a eu un froid quand même. Non, en fait, pendant la CAN, il y a eu la CAN réellement, ce qu'on a senti sur le terrain et la CAN sur les réseaux sociaux. Il y avait 2 CAN. Moi, pendant cette CAN-là, j'ai fait tout le Maroc. J'ai fait toutes les villes. C'était extraordinaire. L'organisation, il n'y avait aucun problème. Le seul problème qu'on a eu, c'est à la 86e minute de la finale, quand il y a eu ce penalty-là, ça a amené tous ces problèmes-là derrière et tout ça. Mais l'organisation était extraordinaire. Quand il parlait tout à l'heure pour dire que les Égyptiens ont dit qu'ils avaient un problème d'hôtel avec le Sénégal pendant la finale. On mélange tout. On a mélangé beaucoup de serviettes, beaucoup de torchons. Parce que les gens dans leur tête, ils se disaient que la coupe était promue au Maroc. Que la FIFA ou la CAF, etc., avait promis la coupe au Maroc, c'était dans les têtes. Et donc, au moindre fait des gestes, ça sortait. Donc, ça a tué l'ambiance. Il y avait 2 CAN, sincèrement, pour moi. Là-dessus, Abdelhakim. Pour revenir à la CAN, effectivement, comme dit Lassana, on parle de quelle CAN? Parce que pour le Maroc, il a rempli son contrat. Le Maroc a accueilli toutes les équipes, mais vraiment dans les meilleures conditions. Et toute comparaison étant odieuse, mais regardons comment les équipes ont été accueillies aux États-Unis. On parle des infrastructures. Bon, on dira le Maroc est un pays tiers-mondiste, un pays... C'est très bien, ok, on accorde. Mais lorsque vous voyez l'état des terrains au Maroc, lorsque vous voyez que pendant un match, vous avez eu 88 mm de pluie et que le terrain était praticable, alors qu'aux États-Unis, on se posait la question de savoir si on reportait les matchs ou pas à cause de la pluie. Donc pour le Maroc,
Le Maroc a rempli son contrat. Le Maroc, comme dit... Oui, et puis il n'y a pas eu de problème de visa comme on peut l'observer mais pour ce mondial 2026. Hein. Ça, c'est important mais aussi. il n'y a pas eu de problème de visa, il n'y a pas eu de problème de sécurité, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de problème. On a laissé les gens agir à leur guise sur le terrain. Je parle pour les sportifs. Je ne veux pas entrer trop dans ces considérations, mais disons que le Maroc a rempli son contrat. Il a organisé une CAN en supérant les standards internationaux. Et ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Donc, alors, pour revenir justement à cette idée de revanche, même si Abdelhakim, vous dites qu'effectivement le Maroc n'est pas revanchard, je pense que le Sénégal ne l'était pas non plus. Mais si vous deviez choisir un mot ou une image pour résumer le contraste entre la trajectoire des Lions de la Teranga et celle des Lions de l'Atlas, ce serait quoi durant ce mondial? C'est comme le Maroc a une fédération, que le Sénégal n'a pas de fédération pour l'instant, parce que l'ancien président de la fédération, Augustin Senghor, était là depuis des années, une dizaine d'années. Il a quitté la fédération. Il y a une nouvelle fédération qui est là, qui a du mal à prendre ses marques. À la Coupe d'Afrique des Nations, et c'était la Bérésina. C'était la Bérésina aux États-Unis. Un entraîneur qui n'est pas payé depuis 5 mois, un entraîneur qui n'avait pas de contrat, des joueurs qui avaient des problèmes, le chef cuisinier qui n'est pas à l'hôtel. Et il y avait une équipe nationale qui n'a pas d'analyse vidéo. L'analyse du vidéo, on le recrute après le deuxième match. Donc, c'était le fiasco total. Le Sénégal, peut-être le Sénégal est éliminé le 1er juillet. Le Sénégal est éliminé le 1er juillet. Ils n'avaient même pas d'avion pour retourner. Les joueurs ont pris eux-mêmes leur billet pour rentrer. La délégation est rentrée le 6. Alors que le Cap-Vert est éliminé le 4, le 5, le Cap-Vert, ils sont chez eux. Donc, le Sénégal, c'était un fiasco total d'organisation. Et d'ailleurs, il y aura même une commission d'enquête parlementaire pour parler du séjour du Sénégal aux États-Unis. Donc, sur ce plan, le Maroc, avec cette fédération qui est là depuis quelques années, ils sont en train de travailler petit à petit. On ne peut pas le comparer sur ce plan-là. Au temps de Senghor, il y a une année de cela, la Fédération sénégalaise de football tenait la route, mais là, la nouvelle fédération qui est là n'arrive pas à prendre ses marques pour l'instant. On n'est pas en train de mettre en doute leurs compétences, mais la mayonnaise ne prend pas pour l'instant. C'est pour cela que le Sénégal est dans ce problème-là. Et d'ailleurs, beaucoup de journalistes sénégalais disent c'est bien qu'on soit éliminé, parce que si on était passé contre la Belgique, les gens vont oublier tous ces problèmes-là. Ils vont dire, ouais, le terrain va masquer tous ces problèmes-là. Heureusement que le terrain et la réalité se collent, et que le Sénégal, il faut que, au niveau de la fédération, ils trouvent des solutions. Et d'ailleurs, il y a même des joueurs qui ont dit, tant qu'il y a l'entraîneur qui sont là, qui ne vont plus revenir. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes avec l'équipe du Sénégal aux États-Unis. Et ça, c'est lié aux moyens financiers qui sont alloués à la fédération, à la sélection non, pas les sénégalaise. moyens. L'État a mis les moyens en place, mais la fédération a mal géré les moyens. Donc c'est donc c'est la fédération qui serait en cause, selon vous. Oui, c'est la fédération qui est en cause. Et du coup, l'État aussi, tellement qu'ils ne sont pas contents, pour le retour de l'équipe, ils n'ont pas... D'ailleurs, ils donnaient des jets privés pour ramener l'équipe. Et ils l'ont fait quand ils l'ont voulu faire. Donc, tous les joueurs ont pris leur billet d'avion. Ils sont rentrés eux-mêmes. Et le reste de la délégation est rentré le 6, alors que le Sénégal est éliminé depuis le 1er juillet. Ça veut dire qu'ils ont fait 5 jours aux États-Unis. Normalement, dans les compétitions, quand tu es éliminé, les lendemains, tu rentres dans toutes les sélections du monde. Abdelhakim, si vous deviez distinguer justement les parcours, vous, des deux équipes durant ce mondial. Le Maroc est dans une voie royale, au propre comme au figuré. Le roi du Maroc a mis les moyens dès 2009 pour un objectif bien précis. Le Maroc, aussi bien la fédération que gouvernement que population, sont conscients qu'il y a une route de tracé, qu'il y a des objectifs. Il ne s'agit pas aujourd'hui, à quelques heures de ce quart de finale, d'être dans les lamentations, de penser à la demi-finale du Qatar, s'il y a eu de pénalty, il y a pas eu de pénaux, de penser à la CAN.
Non, il n'y a pas cet esprit au Maroc. Et je sais de quoi je parle. Non, on regarde vers le futur et de se dire, il y a un défi, il faut le relever. Après, on pourra tomber, mais il faudra se relever. Vous parliez tout à l'heure d'injustice et de déception au regard de ce qui s'est déroulé durant la Coupe d'Afrique des Nations, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, au niveau des supporters, mais aussi des dirigeants des hautes instances du football, que ce soit du côté du Sénégal et du Maroc, dans quelle mesure le succès justement de la sélection marocaine atténue ou au contraire ravive ce sentiment d'injustice et de déception? Oui, et par rapport aux Marocains, ouais, par rapport à la finale, ils étaient déçus de l'issue, déçus de l'environnement. Je pense que cette Coupe du Monde-là, Ibrahim Diaz, qui a raté ce penalty-là à la 86e minute du jeu, qui est meilleur passeur, un des meilleurs passeurs de la Coupe du Monde avec 4 buts, ça réconcilie l'équipe avec les supporters. Pour les supporters, c'est du pain béni. Ils ont oublié la CAN. Là, ils sont dans l'euphorie de retrouver une équipe combative. Et, et en plus de ça, le Maroc a changé d'entraîneur entre-temps. Walid Regragui n'est plus là. Mohamed Ouahabi le remplace. Il a su le remplacer. Mohamed Ouahabi, c'était l'entraîneur du Maroc, de U20. Il est champion du monde U20 avec le Maroc. Là, avec le Maroc. Il a su tout simplement remplacer en mettant du sang neuf, en jouant. Le Maroc, en 2022, en 2022 au Qatar, ils étaient en demi-finaliste, mais il n'y avait pas de fond de jeu. C'était une défense, c'était un milieu de terrain compact. Mais là, c'est une Maroc joueuse qui gagne. Le match qu'ils ont fait contre le Canada, même s'ils ils ont raté la première période, la deuxième période, c'est un régal. Le match qu'ils ont fait contre le Brésil, ils devraient gagner cette équipe du Brésil-là. Donc, c'est une équipe joueuse du Maroc qui gagne en faisant, il n'y a pas de football champagne, mais en faisant du football total, en joyau comme Boadi qu'ils ont recruté de récemment. Et du côté sénégalais, vous croyez aussi on a vu des supporters se réjouir du parcours marocain. Les amateurs de football ne peuvent que se réjouir de voir une équipe. Non, mais en fait, les amateurs du football africain, on supporte l'Afrique. On supporte un continent d'abord avant de regarder le drapeau du pays. Tous les Africains aujourd'hui supportent le Maroc normalement. Supportent le Maroc parce que le Maroc, c'est notre continent, c'est notre etc. Après, entre nous, il peut y avoir des problèmes entre nous, mais ça, c'est le linge sale de la famille. Mais quand on est dehors, tout le monde supporte le représentant africain. Vous êtes d'accord, Abdelhakim? C'est vrai que ce sentiment d'injustice, de déception, il s'atténue. Non, on n'en est pas là. C'est du passé, l'eau a coulé. Non, le Maroc, il faut vraiment, je sais que parfois ça peut paraître comme étant des mots, mais je vous promets, on a joué la demi-finale de la Coupe d'Afrique. Revoyez les réseaux sociaux à l'époque, tout ce qui a été publié. Pardon, la demi-finale du Qatar. 2 semaines après, on n'en parlait plus. Nous, au Maroc, on n'est pas dans la... Je suis désolé, mais on n'est pas dans la pleurniche. On s'est fait ramasser, on pense à l'étape suivante. Aujourd'hui, le Maroc est dans cette dynamique de penser aujourd'hui, et je vais vous dire quelque chose. Je vais le dire d'une manière très triviale. On s'en fout du match d'aujourd'hui. Mais alors, maintenant, si on est très objectif, les Marocains ne pensent pas à 2026. On se projette déjà sur 2030. C'est une approche qui est très pragmatique. Alors, vous n'arriverez pas à nous faire croire que le Maroc ne pense pas à ce match. Non, je suis très sérieux. Finale, je suis très sérieux. En fait, il veut dire que le résultat n'a pas d'incidence sur le projet. D'accord. Exactement, c'est parce qu'il y a un projet. Non, mais c'est déjà non, mais on comprend ce point de vue puisque c'est déjà une très très belle performance d'arriver en quart de finale, même en cas de défaite, ça reste une victoire pour la sélection du Maroc. Ce que je veux expliquer, Samantha, c'est la philosophie marocaine. Effectivement, il y a de l'émotion. Ça, on va pas. Les gens vont pleurer aujourd'hui, soit de joie, soit de tristesse. Ça, c'est indéniable. Mais maintenant, si on fait appel à la raison et on discute d'une manière rationnelle,
aussi bien le président de la fédération que le roi, que les joueurs, tout le monde a le focus sur 2030. C'est le véritable objectif qui est visé. Mhm. C'est- c'est- Et c'est pour ça que peut-être quelque part le Maroc réussit. Parce que il a une stratégie claire, il a des objectifs bien définis. Après, on atteint ces objectifs, on ne les atteint pas, bah c'est la même chose pour tout navire. Tout navire a un cap. Après, vous avez les tempêtes, les courants, etc. Vous avez Alors, les de la aléas. même façon que vous disiez, Lassana, il y a eu 2 CAN, une qui s'est jouée sur le terrain, l'autre sur les réseaux sociaux. C'est un peu la même chose avec ce mondial, puisqu'on voit que au niveau des supporters de part et d'autre du Maroc et du Sénégal, il y a une rivalité exacerbée qui s'est exprimée, qui s'exprime encore sur les réseaux sociaux. On voit que le duel à distance Maroc-Sénégal a été largement commenté, les rivalités exacerbées aussi. Est-ce le signe finalement que cette Coupe du Monde, d'une certaine manière quand même, elle enfonce le clou? Mais c'est normal, les réseaux sociaux, la campagne sur les réseaux sociaux ou les polémiques sur les réseaux sociaux, ça fait partie du package maintenant. Parce que les gens qui font ça, eux, ils ont besoin de beaucoup de clics, ils ont besoin de beaucoup de buzz. Ça fait partie du système maintenant. Ça, on l'accepte. Mais en tant qu'analyste, en tant que journaliste, quand on connaît le terrain, le dessous de table, euh, il n'y a pas une rivalité sincère entre le Maroc et le Sénégal. Ah. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le U20, le U17 du Sénégal qui vont jouer au Maroc. Et d'ailleurs, dans l'équipe du Sénégal, il y a un joueur, il s'appelle Mohamed VI. Parce Ah. qu'il est né, au Maroc, son père l'a appelé le roi Mohamed VI. Donc, il y a des liens historiques entre ces deux pays-là, extraordinaires, ces deux pays-là. Le reste, tout ce que vous entendez là, c'est sur les réseaux sociaux seulement, quoi. Oui, mais il y a quand même parfois des polémiques qui dépassent la dimension sportive. Abdel Hakim, il y a une polémique qui a secoué les réseaux sociaux avant le choc prévu en soirée J'irai plus Maroc-France, loin. après les faux propos attribués au ministre des Sports sur le fait que le Maroc ne représenterait pas l'Afrique. Bon, Ben des faux justement, propos. Hein. j'irai plus loin. Au-delà du clickbait. Et là, c'est pas peut-être le moment de développer, mais il y a eu pendant la CAN, enfin bien avant la CAN, plusieurs semaines, sinon mois avant la CAN, il y a eu une véritable guerre cognitive. Maintenant, lorsque vous êtes dans la gouvernance, vous n'êtes pas dans l'émotionnel. Vous savez que tout succès va vous attirer des inimitiés. Je parle de succès, d'organisation, etc. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter à, à toutes les guerres qu'on vous mène et vous focaliser sur ces guerres cognitives. Sinon, vous tombez dans le piège. Les guerres cognitives, on les connaît, c'est des guerres hybrides qui existent sur tous les territoires géopolitiques. On les admet, ça fait partie du jeu, on essaie de les contrer, mais ça ne fait pas dévier. Le gros problème, ou plutôt la grosse erreur, c'est de se dévier de son cap, de son objectif, et de se concentrer sur ces guerres hybrides. Je vous rappelle, au début du mondial, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une campagne qui disait oui, mais le Maroc est la seule équipe où tous les joueurs sont nés en dehors du territoire national. Ce qui est faux. Oh, mais le problème que je souhaite soulever, c'est que c'est justement cette guerre hybride, elle agite les supporters, les jeunes supporters, Lassana. Oui, mais ça, c'est leur fonds de commerce, les supporters. Mais quand il dit, par exemple, au début du mondial, on dit que tous les joueurs du Maroc sont nés à l'extérieur, parce que le Maroc a une bonne diaspora. Le Maroc c'est pas tous les joueurs, mais la colonne vertébrale, oui, ils sont nés à l'étranger, mais la fédération a su détecter des joueurs de moins de 16 ans. Dans chaque pays, ils ont quelqu'un là-bas qui va dire, ouais, il y a le fils de tel qui a 15 ans ou qui a 12 ans qui joue dans cette académie-là. Ils essaient de les approcher. Donc, il y a une politique. Ces jeunes-là ne viennent pas par hasard. Ils n'appellent pas la fédération pour dire que nous, on vient. C'est la fédération qui part les chercher de petit à petit. Donc, c'est tout un travail derrière tout ça. Donc, c'est la mondialisation du Mais football. au-delà de ça, on dit
oui, ces joueurs sont nés hors du Maroc. Ok, on va concéder. Mais pourquoi alors est-ce que ces joueurs sont les seuls, l'équipe nationale marocaine, enfin les joueurs, sont les seuls qui n'ont pas négocié de primes avec leur fédération. Ils n'ont pas discuté les primes. Ils sont partis jouer. Le président n'a pas, il n'y a aucun capitaine qui est venu lui dire, oui, si on arrive à tel niveau, qu'est-ce qu'on gagne? Plus que ça, ces joueurs viennent jouer sans discuter de primes, et lorsqu'on leur donne des primes, ils les reversent aux auxiliaires non, pas seulement aux associations, par exemple aux chargés de matériel, les cuisiniers, les serveurs du complexe de sportif de Mohamed VI. Mais c'est des gens qui, entre guillemets, ils perdent de l'argent plus qu'ils en gagnent lorsqu'ils viennent à la sélection marocaine. Donc, ces gamins-là, ok, ils sont nés à l'étranger. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'ils sont moins marocains? Ben, par leur acte, qu'ils démontrent qu'ils sont encore plus marocains que beaucoup. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu, qu'on fasse le lien avec entre la CAN et ce mondial. Finalement, côté marocain, on a l'impression que ce mondial, il était quand même particulier. Il est particulier. Pour les Lions de l'Atlas, ce titre sur tapis vert a peut-être laissé aussi un goût amer. Et les Lions de l'Atlas avaient cette volonté de prouver que la victoire, elle est méritée. Je pense que ce titre de champion d'Afrique, quel que soit le vainqueur, qu'on le donne au Sénégal, qu'on le donne au Maroc, ça n'a plus de ça n'a plus de saveur. Ça n'a plus de saveur. Ça a perdu un peu de magie. Ça a un peu parce que il y a eu beaucoup d'histoires des supporters marocains et sénégalais qui étaient en prison au Maroc pendant plus de 6 mois. Il fallait la grâce royale, tous ces problèmes-là qu'on a eu sur les réseaux sociaux, la victoire du Maroc sur le tapis vert, le Sénégal qui va au TAS, le Sénégal qui gagne en première instance, le Maroc qui gagne en deuxième instance, là on part au TAS. Tout ce truc-là, ce package-là, enlève un peu de saveur à cette Coupe d'Afrique-là. Donc ce mondial-là, c'était une occasion à toutes les équipes, le deuxième, que ce soit le Sénégal ou le Maroc, de retrouver le terrain, de montrer qu'on peut gagner sur le terrain, qu'on a une grande équipe, on a la meilleure équipe et tout ça. Cette Coupe du Monde-là, c'était aussi pour ça. Et malheureusement, oui, Abdelhakim, qu'en pensez-vous? C'est vrai que c'est peut-être il y avait cette volonté farouche de la part des joueurs marocains de remettre les pendules à l'heure. Non. Tirer un trait sur ce qui s'est passé sur la CAN. Non, sincèrement, j'ai discuté il y a 2 jours avec un membre de la direction technique nationale, quelqu'un qui est dans la formation. Mais je vous assure, les gens, ils sont focalisés sur autre chose. Ils sont focalisés sur la formation. Il faut qu'on ait un fond de jeu uniforme depuis les moins de 15 ans jusqu'à l'équipe 1. Il y a un programme. Aujourd'hui, on est aux États-Unis. On est focalisé sur une seule compétition. Vous avez le président de la fédération qui fait des allers-retours entre les États-Unis et le Maroc. Il assure ses fonctions de ministre et il assure ses fonctions de président. Vous avez le roi qui est en communication constante avec le staff, avec les joueurs, avant les matchs, après les matchs. Mais c'est pas une communication de mettre la pression, de dire il faut absolument que vous gagnez. Si vous perdez, vous vous retrouvez en prison. Non. C'est de dire, de donner de la motivation, mais de la motivation sans pression. De dire, les gars, allez-y. Vous avez un match, jouez-le, faites-vous plaisir. Lassana, avec le recul, comment analysez-vous la décision de la Confédération africaine de football? Était-ce une application stricte du règlement ou une décision politique qui a mis de l'huile sur le feu? Non, mais moi, je ne comprends pas. J'ai pas compris la décision de la Confédération africaine de football. Pour moi, l'équipe qui a gagné sur le terrain, à la fin du match, l'arbitre, quels que soient les soucis qui ont émaillé ce match-là, l'arbitre a dit, le rapport de l'arbitre dit que c'est telle équipe qui a gagné, c'est telle équipe qui a gagné. Pour moi, le terrain
le terrain, la victoire sur le terrain, c'est ma victoire à moi, pour moi. Après tout le reste là, c'est la littérature juridique, c'est de monter des tensions, parce que c'est parti en vrille. Ça ne devrait pas être là. Une Coupe d'Afrique des Nations entre deux pays frères, ça ne doit pas se juger aux tasses. Vous comprenez, Abdel Hakim, les soupçons côté sénégalais d'influence au plus haut niveau de la part du Maroc. Vous comprenez ces soupçons? Non, au Maroc, ce qu'on comprend pas, c'est pourquoi en finale de CAN, les joueurs sénégalais se sont retirés parce qu'ils ont estimé qu'ils avaient été que le penalty avait été injustement sifflé, et qu'aux États-Unis, lorsque il y a eu le penalty de siffler et que l'arbitre s'est dirigé vers la VAR, ils n'ont pas osé dépasser les limites du terrain. Alors, ils n'ont pas osé, hein, Abdel Hakim, ils n'ont pas osé parce que ce qui s'est passé au Maroc a fait source de jurisprudence. Parce que la FIFA, avant la compétition, ils ont dit que l'équipe qui se hasarde à faire ce que le Sénégal a fait au Maroc. Non, c'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. C'est que normalement, lorsque l'arbitre se dirige vers l'écran du VAR, les joueurs ont tendance à s'agglutiner un peu, se rapprocher de l'arbitre. Là, si on revoit les images, il y avait le 4e arbitre, il leur a dit, il y a une ligne là, le premier qui les dépasse, il a carton rouge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on est en Afrique, on est, passez-moi l'expression, on est sauvage, mais lorsqu'on est chez les Blancs, ah là, on est discipliné. Non, c'est pas ça. C'est la question qui s'est posée au Maroc. Abdel Hakim, c'était ça. C'est ça que je voulais t'expliquer. Je voulais t'expliquer que ce qui s'est passé au Maroc, après ça, la FIFA, ils ont dit aux équipes, ce qui s'est passé au Maroc, que ça soit la première et la dernière fois que ça arrive. C'est une source de jurisprudence. Donc, ils ont dit, ils ont monté les règles, les arbitres avant la compétition et tout ça. Le premier qui passe, etc., tu passes à la question. Moi, je réponds à la question de Samantha qui dit pour les Marocains. Moi, je transmets comment les Marocains ont interprété les images. Ok. Parce que les Marocains, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je vous raconte, on a vu le match, on était Alors dans un café. Alors j'évoquais, ma question, elle concernait les soupçons côté sénégalais d'influence, c'est-à-dire les soupçons d'interventionnisme diplomatique ou autres qui ont amené la CAF à accorder ce tapis vert au Maroc, in fine. Vous croyez qu'il faut répondre à tous les soupçons? Et d'ailleurs, non, mais c'est une réalité côté sénégalais maintenant. Mais soyons aussi, on va réfléchir un moment. On ne prête qu'aux riches. Oui. Secondo, si à chaque fois qu'on vous soupçonnait de quoi que ce soit, vous deviez, on va soupçonner que je vous ai versé une obole pour me recevoir aujourd'hui. Vous allez y répondre. Mais si le Maroc était véritablement aussi puissant, je peux vous dire que les choses se dérouleraient d'une manière très différente. Non, il faut pas s'attarder à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, comme a très bien dit Lassana tout à l'heure. Il y a du clickbait. Ici, on s'amuse à se laisser mener par le bout du nez sur le clickbait, ses impacts et ses conséquences. On n'est plus dans la gouvernance d'un État. On est dans la gouvernance du bistrot de quartier. À votre avis, puisque la hache de guerre, elle n'est pas tout à fait enterrée encore, on espère qu'elle le sera, quel geste fort, que ce soit de la part des fédérations ou des joueurs stars comme Sadio Mané ou Achraf Hakimi, pourrait aider à tourner la page de ces tensions et puis sceller la réconciliation? Il n'y a pas de hache de guerre. Après la finale de la CAN, il y a eu une commission mixte maroco-sénégalaise qui s'est célébrée au Maroc. Mais l'affaire n'est pas terminée, puisque mais c'est des réseaux, Samantha. On est dans une configuration. Lassana, là-dessus, vous êtes aussi optimiste?
Non, moi, je suis optimiste. Il n'y a pas de problème entre ces deux pays. C'est les réseaux sociaux. Hum. Ça les arrange que ça s'envenime. Il y a et en plus, dans cette histoire-là, il y a d'autres pays qui rentrent dans cette histoire-là parce que ça les arrange et tout ça. Il y en a d'autres supporters qui rentrent, par exemple, entre les supporters sénégalais et ivoiriens. Tout le monde, ça arrange Internet. Mais avez-vous raison de minimiser l'impact des réseaux sociaux? C'est révélateur quand même on ne minimise pas. D'opinion, de point de vue. On ne minimise pas l'impact des réseaux sociaux, mais il ne faut pas s'attarder à ça. Non, je vous expliquais tout à l'heure que ce n'est pas uniquement du clickbait, il y a une guerre cognitive. On connaît ces acteurs, on connaît les moyens qui ont été mobilisés, etc. On ne va pas entrer. Mais c'est pas parce que à votre frontière, il y a eu des échanges de coups de feu que tout le pays, même lorsque vous êtes en guerre, le pays ne s'arrête pas de tourner. Effectivement, vous êtes dans une situation de guerre, mais vous devez continuer à labourer vos champs, vous devez continuer à faire tourner vos usines, mais malgré un état de guerre, et lorsque de conflit armé ouvert. Donc, dans une situation de guerre cognitive, je veux pas sortir l'histoire de la caravane. Alors, dernière question, à votre avis, ce mondial 2026, son impact sur les relations entre les dirigeants d'instances footballistiques sénégalaises, marocaines, les supporters? Pour cette Coupe du Monde-là? Ouais. C'est déjà une réussite. L'impact, c'est déjà une réussite pour les sélections africaines. On était 10 au départ. Il y a eu 9 qui sont venus aussi en 16e de finale. Même s'il y a eu beaucoup de casse derrière, on a perdu beaucoup de matchs entre la 92e minute et la fin. Pour les supporters, ils sont contents. Les supporters, que ce soit des supporters sénégalais, parce qu'ils ne sont pas éliminés au premier tour. Si le Sénégal était sorti dernier de son groupe, heureusement qu'ils ont été repêchés. Ça met un peu de baume au cœur, ça met un peu de beurre dans les épinards. Pour les Marocains, ils ont déjà gagné leur Coupe du Monde, les Marocains. Se qualifier 2 fois successivement en quart de finale. On n'a pas encore gagné, on va la gagner. On n'a pas encore gagné, doucement. On va gagner d'abord la quart de finale. Ils ont, quel que soit le résultat de ce soir, le Marocain, les supporters marocains, ils sont éblouis. Vous savez que... Mais est-ce qu'il faut s'attendre à un nouveau chapitre là de fraternité exprimée ouvertement entre le Maroc et le Sénégal? Oui, si l'occasion se présente. Sportif, si l'occasion se présente, oui, je pense. Non, mais il y a quelque chose de très simple. Ce qu'il faut retenir de cette Coupe du Monde, il faut retenir l'excellent parcours du Cap-Vert. C'est un petit pays, je suis désolé, dont on a très peu parlé, mais effectivement, le Cap-Vert a réalisé une très belle Coupe du Monde. Mais c'est un pays qui a réussi un parcours épique. Il faut le souligner, il faut le saluer, et il faut pour les autres équipes africaines en prendre de la graine. Premier point. Deuxième point, il faut que désormais, nous, Africains, qu'on arrête de se lamenter. Que lorsqu'on tombe, on se casse la gueule en beauté, qu'on se relève et qu'on regarde pourquoi on est tombé et de ne pas refaire les erreurs. Il est inadmissible que le Sénégal, que l'Égypte, des équipes qui gagnaient leur match, le perdent dans le dernier quart. Il faudrait, à votre avis, et au regard des problèmes que vous avez évoqués au niveau du Sénégal, Lassana, est-ce qu'il faudrait une coopération des instances footballistiques africaines pour mieux fédérer les organisations et permettre justement aux sélections de jouer sereinement sur le terrain? Non, ça existe, mais on a remarqué. Le Maroc pourrait montrer la voie, par exemple. Le Maroc a toujours montré la voie. Le Maroc, par exemple, Samantha, chaque année, la FIFA verse 1 million d'euros à chaque fédération, automatiquement. Même la Fédération française de football, quelle que soit la Fédération française de football ou que la Fédération du Comore, chaque année, la FIFA envoie 1 million d'euros à chaque fédération. Le Maroc, depuis
10 ans, depuis 10 ans, ces 10 dernières années, le Maroc ne perçoit pas ces 1 million d'euros. Les 1 million d'euros, chaque année, le Maroc donne ça à une fédération africaine. Mhm. Donc, ça veut dire que... Mais pardon, mais le Maroc, déjà, coopère avec plus de 40 fédérations Oui, africaines. c'est par rapport à ça, par rapport à ces 40 fédérations-là. Chaque année, le million du Maroc, le Maroc le donne à une fédération à travers un partenariat. Allez, toute dernière question, votre pronostic pour ce soir. Moi, je dis 3-1 pour la France, évidemment. Pardon? Moi, je dis 3-1 pour la France, évidemment. Abdelhakim? Ah, moi je m'en fous, on va gagner. Peu importe le score. Ce sera une victoire, même en cas de défaite. non. Lassana? Non. Moi, j'aimerais voir en 3 partout, après au tir au but, le meilleur gagne. Ah oui, d'accord. Bon, Sauf, écoutez. tu veux le mot de la fin? Merci beaucoup, Vous voulez le mot de la fin, merci, Lassana. Samantha, le mot de la fin. Oui, prends le mot de la fin. Dis-moi Maghreb. Dis-moi Maghreb. Dis-moi Maghreb. Merci beaucoup à vous. Je passe maintenant la main à la communauté pour poursuivre le débat. Finalement, est-ce que cette rivalité née en 2026 n'est pas le plus beau cadeau fait au football africain et le début d'un nouveau chapitre de fraternité entre le Maroc et le Sénégal au regard de cette magnifique Coupe du Monde 2026 pour toutes les sélections africaines? J'attends vos réponses et vos commentaires et n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous, très bon match et à très bientôt.